L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Pour moi, l'art de connecter, c'est comment écouter en fait. On croit qu'on s'écoute, mais on ne le fait pas. Et quand on a compris ça, ce que c'était vraiment écouter quelqu'un, déjà c'est apaisant, c'est vraiment j'adore faire ça. Et ça crée une relation complètement différente. Quand on est vraiment sur une vraie écoute, on voit que là, c'est là où la connexion se passe en fait. Mais d'écouter vraiment, d'avoir vraiment envie de connaître l'histoire de l'autre et sans jugement. Et là, on arrive vraiment à connecter. Si on met un peu de jugement, il n'y a aucune connexion qui se fait. Donc, pour moi, l'art de la connexion, elle passe sur l'écoute, l'absence de jugement. Quand on a ces deux piliers-là, on découvre l'autre. Enfin, la relation, elle se crée, je trouve, à ce moment-là. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'art de connecter. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Karine Deluca. Karine, c'est une personne qui est très spéciale pour moi. Je l'ai rencontrée il y a à peu près 6 ans. À cette époque, je venais de terminer ma spécialisation d'avocate en droit de la famille et puis je sentais qu'il y avait un truc qui collait pas, comme une forme de désalignement par rapport à mon travail, ce que j'apportais à mes clients, la justice. D'ailleurs, j'avais de plus en plus de peine à rentrer dans une salle d'audience, l'atmosphère, l'ambiance, les compétences. Pour moi, il y avait vraiment un truc qui collait pas. Et donc, je rencontre Karine, cette petite bout de bonne femme, pleine d'énergie, qui me dit « Mais tu sais, on peut travailler différemment ». Et à partir de là, j'ai développé ce qu'on appelle le droit collaboratif. On en parlera durant le podcast et je vous invite aussi à être curieux et à aller chercher des informations sur le site droitcollaboratif.ch parce que si vous êtes amené un jour à résoudre des conflits compliqués et surtout en droit de la famille avec une forte émotion, eh bien, les praticiens du droit collaboratif sont vraiment là pour vous emmener dans un processus, on va dire, gagnant-gagnant, avec des vraies compétences de négociation. Karine, c'est pas seulement une avocate, c'est aussi une femme d'affaires. C'est une personne qui aujourd'hui a aussi un podcast qui s'appelle Parlons Divorce et je vous invite d'ailleurs à le découvrir. Karine, elle a révolutionné aussi son étude, sa manière de travailler. Et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui un modèle de modernité dans le monde des avocats et des avocates. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon interview avec Karine. Coucou Karine. Bonjour Sandrine. Écoute, je suis ravie qu'on se retrouve ici, dans ce magnifique endroit de la vallée de Joux. Oui, c'est un endroit, on a la chance d'être reçu par Marika Godin dans son gîte à Bois d'Amont et c'est un endroit que j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique et apaisant. Et j'avais envie d'un endroit comme ça pour qu'on puisse discuter ensemble. T'as bien fait. C'est vraiment un bel endroit de connexion et je suis ravie de te retrouver ici pour l'enregistrement de cet épisode de l'art de connecter. Bon, avant toute chose, Karine, je vais te demander de te présenter, mais pas de manière très simple, plutôt sous la forme d'une métaphore. Tu m'avais un petit peu parlé de cette façon que tu voulais qu'on se présente. Et la première fois, d'ailleurs, tu m'avais dit, mais j'aimerais que tu te présentes en me donnant une œuvre d'art. Et je vais être sincère avec toi, quand tu m'as posé cette question, la première chose que je me suis dite, c'est panique à bord, j'y connais rien en art. Et donc je me suis mis à chercher en me disant, il faut que je trouve un tableau qui me représente et autres. Et puis à un moment donné, je dis, en fait non, je vais lui dire la vérité à Sandrine. Je vais lui dire que ça m'a mis moi en difficulté parce que j'ai pas une grande connaissance de l'art en fait, même j'en ai pas. Et ça a souvent été un complexe en fait, de me dire mais mince, je connais rien, j'ai pas beaucoup baladé les musées avec mes parents, puis même après. Et donc c'est comme quelque chose qui m'a toujours gênée de pas avoir cette connaissance-là. Mais je vais lui dire à Sandrine, en fait, écoute, j'ai pas suffisamment de connaissances dans l'art pour pouvoir trouver un tableau qui me représente. Alors là, tu parles de métaphore, donc quelle est une image qui pourrait me représenter? J'arrive pas non plus à donner un objet, parce que pour moi, un objet, c'est quelque chose de figé. Et j'ai l'impression que je me sens en mouvement. En tout cas, j'ai envie d'être en mouvement. Et il y a une notion qui, pour moi, est essentielle, c'est la notion de liberté. Donc, en fait, si j'ai quelque chose,
une notion que j'aimerais qu'il me représente, c'est la liberté, en fait. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as tout de suite assimilé l'art à un tableau. Alors que pour moi, en fait, il y a toute forme d'art, tu vois. Ça peut être aussi bien la cuisine, dessiner, les mots, en fait. C'est vrai que c'est intéressant cette association que tu as fait directement avec un tableau et je suis désolée de t'avoir mis en difficulté. Mais non, mais t'as bien fait, parce qu'en fait, ça me permet, moi aussi, tu vois, de dire, ah, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti à un moment donné comme une forme de stress, et ça m'a mis face à quelque chose qui me mettait en difficulté. Et je me dis, bah, c'est pas grave, en fait. J'ai le droit de le dire que ça me met en difficulté, puis c'est intéressant, c'est quelque chose de plus vrai, en fait, de Bien dire. sûr. Et c'est vrai que l'art, tout de suite, pour moi, c'était un tableau, c'était les musées, c'était des endroits qui me mettent parfois un peu mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude d'y aller, parce que je connais pas. Alors qu'effectivement, tu vois, par exemple, j'adore le sport, ça aurait pu être aussi, j'aurais pu m'orienter vers le sport, Bien mais sûr. naturellement, je me dis, l'art, c'est un truc intéressant, intelligent, très, compliqué, et là, ça m'a mis en panique. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir dire ça, nos fragilités, et de dire, ça fait partie de mes fragilités. Je me suis toujours dit que je manquais de connaissances culturelles. Et c'est quelque chose qui m'a souvent un petit peu mis avec ce fameux complexe de l'imposteur, tu sais, qu'on peut des fois avoir en disant est-ce que je suis bien à ma place? Et l'art, ça fait vraiment partie des choses, oh, j'y connais rien, je suis pas à ma place. D'accord, mais quand tu dis liberté, qu'est-ce qui fait que tu t'associes à cette liberté? Tu te dis: «Ben, si je me présente à travers la liberté», qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, c'est comme un combat pour moi, cette liberté, en fait. Bah, c'est justement la liberté de dire qui je suis, la liberté de choisir la vie que je veux avoir, et qui parfois fait que bah, ça remue un petit peu autour de soi quand on veut être libre, en fait. Et j'ai l'impression que, et je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde, on grandit un petit peu avec des obligations qu'on se met. Et j'ai l'impression, quand je te disais que je veux être en mouvement, c'est l'impression que toute notre vie, c'est de se dire comment je me libère un petit peu de toutes ces obligations, de parfois une éducation qui fait qu'il faut être bien comme il faut, un peu bien sage, etc. Et la liberté, c'est quelque chose qui me guide. Quand je me suis mariée, tout le monde me demandait quel était le thème du mariage, comment. Et j'aurais dit, le thème, c'est la liberté, en fait. Donc, vous faites comme vous voulez, vous habillez comme vous voulez, parce que c'est tellement essentiel. Alors, ça peut paraître contradictoire avec le mariage, et puis, bah, non, un mariage, ça peut être une liberté aussi. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui me guide vraiment, en tout cas. D'accord, et comment finalement, bah, par rapport à cette liberté, on passe de Karine, une avocate, spécialisée en droit de la famille, à aujourd'hui une femme, on va dire une femme d'affaires qui fait des formations, qui est présente sur les réseaux sociaux? Bah, c'était justement ça, en fait. C'est en se libérant, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire? Alors, avocat, c'est un métier où j'étais contente de faire ce métier, où j'étais fière, mais je crois qu'il était parfois un petit peu enfermant aussi. Et je ressentais le besoin de faire autre chose, en fait. Et justement, ces formations, etc., ça me permet d'aller vers vraiment ce que j'ai envie, de transmettre quelque chose que j'ai découvert en travaillant, en fait. Parce que ce métier m'a fait découvrir plein de choses. Il m'a fait découvrir que, on peut avoir des certitudes et puis qu'elles se cassent souvent la figure. Et ce que j'ai découvert aussi, j'ai découvert une profession qui était quand même un peu en souffrance, en fait, qui était pas toujours heureuse. On discute avec des confrères, ils vont pas toujours bien, ils se plaignent souvent de leur métier. Et moi, je me dis, mais moi, je veux pas lever le matin et me dire, je me plains de mon métier et je suis pas contente d'y aller. Et je suis convaincue que c'est un beau métier, avocat. Donc je me dis, mais pourquoi alors tout le monde s'en plaint? Pourquoi est-ce qu'il est difficile? Et c'est là où j'ai commencé à identifier ce qui pose problème dans ce métier. Les avocats n'arrivent pas toujours à gérer leur temps. Et puis surtout, ils sont souvent en grande difficulté avec leurs clients. Au point de vue relationnel, c'est souvent compliqué. Et ça, c'était intéressant de travailler sur ce sujet-là. Pourquoi c'est compliqué? Et comment est-ce qu'on peut aider les avocats, les confrères, à améliorer leur relation avec le client? Et c'est ce qui fait qu'on s'est orienté vers des formations et que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Même ça me passionne, en fait. Je crois que c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas envie de rester enfermée que dans mon métier d'avocat, d'essayer de transmettre et puis d'aller aussi interroger, rechercher, parce que même moi, je suis en mouvement constant, en fait. Même moi, je me rends compte qu'il y a des moments où j'essaie des choses, puis il y a des choses des fois qui ne fonctionnent pas. Et voilà, ça nous amène aussi à évoluer constamment. Donc si j'entends aussi chez toi un peu ce combat de dire je vais casser certaines réalités ou certaines difficultés que rencontrent mes confrères pour mieux les aider, et que c'est à travers ces formations aussi que tu peux apporter un maximum à ces personnes-là, c'est juste? Oui, c'est vraiment ça, et c'est surtout ce constat. On a plein de confrères qui arrêtent la profession, on a énormément de burn-out, et je me dis mais pourquoi en fait? Pourquoi?
Parce que c'est un métier quand même qui est compliqué en fait. C'est un métier qui demande d'accompagner des gens qui sont en grande souffrance. Et donc, on n'est pas formé à ça. À l'école d'avocat, on ne nous forme pas à accompagner des gens qui sont en souffrance. On va nous former au droit, on va nous apprendre à comment analyser un texte juridique, etc. Mais on ne nous apprend pas à accompagner. Alors que finalement, c'est l'essence même de notre métier, c'est accompagner des gens dans une difficulté. Et donc, moi, je comprends pourquoi les confrères, ils sont en difficulté. Parce qu'on ne leur a pas appris. En gros, on leur a dit qu'il faut gagner des procès, mais accompagner un humain qui est en souffrance, ils ne sont pas formés. Donc, en fait, ça crée une difficulté. Parce que l'avocat, il se dit, il faut que je gagne le dossier, et il a face à lui quelqu'un qui est en souffrance avec toutes ses difficultés. Et souvent, on voit naître au sein de la relation avocat-client une difficulté et même un propre conflit. Donc, il y a déjà le conflit que la personne amène, et ensuite, le client et l'avocat, par moments, ne se comprennent pas, et naît un nouveau conflit. Et on a des avocats qui sont épuisés, parce qu'ils se battent dans une direction, et par moments, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas forcément dans la bonne direction, parce que c'est pas que gagner un procès qui est important, c'est comment est-ce qu'on accompagne. Et ça, concrètement, on n'est pas formé, on n'est pas préparé. Et c'est là-dessus que j'ai envie de faire bouger les choses. Ça résonne très fort ce que tu dis, parce que comme tu sais, j'accompagne les futurs avocats à l'école d'avocature. Et lors du dernier atelier que j'ai eu, un d'eux m'a dit, mais vous savez, en fait, on nous fait passer le message en tant qu'avocat que soit on part en burn-out, soit on devient une ordure. Et ça m'a vraiment marqué, parce que ça m'a dit effectivement que ces avocats-là, ces jeunes, on doit leur apprendre à prendre soin d'eux, parce que ça, c'est fondamental. Puis c'est un peu le conseil que je leur ai donné en tant qu'ex-avocate, qui a complètement plongé dans autre chose, de dire, mais soyez toujours attentifs à vous-même. Et puis c'est aussi de se dire, vous pouvez être avocat en étant vous-même et sans être dans l'agression. Parce que je crois que c'est pareil dans les croyances qu'on a souvent, le métier d'avocat, c'est un métier de combat, en fait. Et on doit être dur, on doit être... Et la plupart des êtres humains, je crois qu'on n'est pas comme ça. Enfin, certains vont lutter pour être soi-disant durs, pour être dans un combat, et ils s'épuisent. Et je suis sûre aujourd'hui qu'on peut être avocat sans être dans un combat, en étant un accompagnant de notre client. Et ça marche beaucoup mieux, en fait. Mais pour ça, il faut être au clair avec soi. Il faut aussi, et j'en ai fait l'expérience là il n'y a pas longtemps, par moment dire à certains clients qu'on n'est pas adapté pour eux aussi. Vendredi, j'ai eu une discussion difficile avec un client qui me dit « mais vous n'êtes pas assez combative ». Ça m'a piqué. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien après. Et quand je suis pas bien, je pars faire du vélo. Donc je suis partie faire du vélo. Et je réfléchissais à cette discussion en me disant, peut-être qu'elle a raison, je suis pas assez combative, etc. Et en même temps, le combat que cette personne me demandait de mener, je savais pertinemment que c'est un combat qui allait être nocif pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à y aller. Et en fait, je me suis dit, mais tu as le droit. Et c'est nécessaire de dire à ce client, ce combat-là, je comprends que vous voulez mener celui-ci. Mais comme moi, je sais profondément qu'il ne sera pas bon pour vous et qu'il mènera à rien, je ne peux pas le mener. Donc finalement, ce que vous me demandez, moi, je ne peux pas vous le donner, en fait. Et je crois que depuis très tôt, j'aurais dû oser le dire, en fait, dans la relation avec la personne, pour que tout le monde soit plus au clair. Donc après mon tour de vélo, quand j'étais détendue, j'ai pu appeler. J'ai dit, il faut qu'on reparle de la discussion qu'on a eue. Et en ayant eu cette discussion à cœur ouvert, ça a permis aussi à mon client de me dire, en fait, non, c'est vous que je veux comme avocat. Mais on avait besoin d'avoir cette discussion-là, de se dire les choses, en fait. Et de comprendre pourquoi j'étais pas dans ce combat qu'elle me demandait, en fait. Et souvent, la relation avocat-client, elle pose souci à ce moment-là. Et j'en suis revenue à me dire à chaque fois, c'est toujours pareil, il faut oser dire les choses, et dire les choses en sincérité, en fait. Oui, puis ce que tu dis, c'est très juste. Moi, je l'ai vécu aussi en tant qu'avocate, cette croyance que l'avocat va défendre, mais de manière combative. Et effectivement, c'est important de clarifier très vite avec le client ce qu'il recherche. Et puis, c'est vrai, finalement, quand tu peux mettre ça à plat, de se rendre compte qu'au final, le client, il a quand même envie de rester avec toi. Ouais. Ça, c'est un joli exemple de bonne connexion au final, en fait. Mais c'est là où, quand je disais, je suis en mouvement, ça m'a vraiment... Enfin, ce week-end, ça a été marquant pour moi. À un moment donné, je me dis, mais est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Et ça m'a déstabilisée. Mais en bout de course, je me dis, mais on doit toujours se poser ces questions-là, finalement. Et c'est pas grave, en fait, d'avoir ces moments où on est déstabilisé. Ça nous oblige à nous dire, non, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que des fois, en fait, on voudrait, par simplicité, que tout soit linéaire. On voudrait que ce soit toujours, le calme plat, fluide. Mais en fait, on ne progresse pas. Non, si c'est clair. toujours fluide, en fait. Et donc, ces moments-là, en fait, ils nous font quand même du bien.
Parce que souvent, la réaction, ça va être de se culpabiliser. Oh, j'en ai pas fait assez, etc. Non, attends. Pourquoi je suis pas allée dans cette direction-là? Parce que je sais que ça fonctionnera pas. Donc, en fait, c'était légitime. Donc, il faut juste que je le dise, en fait. Mais on culpabilise toujours trop. On pense qu'on n'en fait jamais assez, qu'on travaille pas assez, qu'on fait pas assez les choses bien. Et on s'abîme, en fait, en ayant ce processus-là. Et c'est ça que j'ai envie qu'on apporte aux confrères. Et on peut en parler parce que voilà, on est sur des créations de formation et avec toi, et on parlait encore juste avant, je suis convaincue que ça peut aider. Je suis convaincue qu'on peut transformer en fait des carrières de façon positive. Et ça, moi, ça m'anime en fait. Oui, on le voit déjà quand on forme ensemble ces avocats qui se lancent dans ce processus collaboratif, à quel point ils sont bousculés, mais aussi heureux de pouvoir partager sur les difficultés qu'ils rencontrent. Elle a vraiment cette envie de changer en fait la perception du métier de l'avocat. Je les vois même changer physiquement, souvent je leur dis. Ils arrivent un peu tendus et en fait, au bout des 2 jours, on a des visages qui se sont détendus. C'est comme si on leur offre une autre perspective. On les autorise à travailler autrement. Et ça, c'est magique quand on les voit se détendre et se dire créer une forme d'apaisement pour dire que ouais, on peut travailler autrement. Et ce métier, il est magique en fait, quand on peut l'envisager aussi autrement. C'est clair, c'est clair. Et puis j'aurais une petite question, tu vois, mon concept, l'art de connecter, quand je te dis l'art de connecter, qu'est-ce que ça t'évoque? Pour moi, l'art de connecter, c'est comment écouter en fait. Parce que pour moi, l'essentiel de la connexion, c'est l'écoute. Et c'est là où le processus collaboratif, ces formations qu'on peut faire, elles mettent le doigt sur ce point-là. En fait, on ne sait pas s'écouter. On croit qu'on s'écoute, mais on ne le fait pas. Et quand on a compris ça, ce que c'était vraiment écouter quelqu'un, déjà c'est apaisant, c'est vraiment, j'adore faire ça, et ça crée une relation complètement différente. Quand on est vraiment sur une vraie écoute, on voit que là, c'est là où la connexion se passe en fait. Et écouter, ça s'apprend en fait. Alors, il y a des gens qui l'ont un peu intuitivement, mais on ne l'a pas forcément. Mais vraiment, ça s'apprend. Il y a des outils qui existent par rapport à ça, mais en tout cas, pour moi, c'est l'écoute. La connexion, elle se fait par l'écoute. Mais d'écouter vraiment, d'avoir vraiment envie de connaître l'histoire de l'autre et sans jugement. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est essentiel et je l'ai découvert, et tous les jours d'ailleurs, il faut qu'on se le rappelle ça, c'est d'être sans jugement. Si on veut écouter complètement, il faut enlever notre petite voix qui commence à juger dès qu'on rencontre quelqu'un ou qui que ce soit. Même des fois, on a un client qui rentre dans son bureau, rien que sur sa façon d'être, on a notre petite voix qui commence à juger. Ça donne rien en fait dans la connexion à l'autre si on se met à ça. Et puis en plus, qu'est-ce que c'est apaisant de plus juger? Te dire j'accueille ce qui va se passer. J'accueille l'autre complètement dans son histoire sans jugement. Même si de prime abord, ça ne correspond pas soit à ma façon de faire ou autre, peu importe. Et là, on arrive vraiment à connecter. Si on met un peu de jugement, il n'y a aucune connexion qui se fait. Donc, pour moi, l'art de la connexion, elle passe sur l'écoute, l'absence de jugement. Quand on a ces 2 piliers-là, on découvre l'autre. Enfin, la relation, elle se crée, je trouve, à ce moment-là. Oui, donc si j'entends bien, ton art finalement à te connecter chez toi, ça passe par l'écoute. Oui. Et effectivement, comme tu dis, c'est des techniques, donc il y a des outils qu'on enseigne d'ailleurs. Et puis par rapport à ton monde relationnel, comme beaucoup de mes auditeurs, auditrices, je t'ai soumis à l'outil de la roue de la communication. Donc tu l'as fait. Et qu'est-ce qu'elle te dit, cette roue? Enfin, comment elle roule? Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à cet exercice? Il est intéressant cet exercice, il oblige aussi à se poser des questions. Alors, il y a des points qui fonctionnent plutôt bien. Parler en public, ça y est, ça fonctionne bien et j'aime bien le faire. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est oser dire non. Je vois qu'il y a encore des choses à travailler par rapport à ça. Et puis, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, parce qu'on a toujours peur soit de blesser ou alors de... Donc voilà, peut-être travailler oser dire non. Ouais. En plus, je le dis à mes clients, je leur dis, si vous dites un vrai oui, vous dites un vrai oui. Si c'est un non, vous avez le droit de dire non. Et je les invite souvent à lire un petit livre que j'aime bien, qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est n'essayez pas d'être gentil, soyez vrai. Et si à ce moment-là, vous avez vraiment envie de dire non, dites-le. Mais il faut que je travaille aussi, moi, là-dessus. Et du coup, tu lis notamment ce superbe livre de Thomas Dansembourg que je connais bien aussi. Qu'est-ce que tu mets d'autre en place pour travailler ce non? J'essaie d'être à l'écoute de ce que j'ai vraiment envie. Et puis, tout doucement, d'apprendre à le faire. Je crois que je réussis un petit peu mieux à le faire. Parce que justement, en fait, c'est de se dire, il faut que la relation, elle soit vraie, en fait.
Et on fait l'expérience quand finalement on dit un faux oui, personne passe un bon moment en fait. Et Je vois bien. donc en fait, ça sert à rien. Mais c'est un travail constant en fait. Et puis voilà, au fur et à mesure, on n'est jamais identique. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on n'y arrive pas, c'est pas grave d'ailleurs. Et puis il y a des moments qui seront d'autres jours où ça fonctionnera mieux. Et c'est aussi de pas s'en vouloir, de pas être constant et puis de pas s'en vouloir que des fois ça fonctionne pas. Oui, c'est intéressant ce nom, toutes ces croyances en fait qu'il y a derrière le non. J'avais questionné mon fils qui m'avait dit mais tu sais maman, quand tu dis non, c'est que t'es pas cool. Et en fait, on grandit avec ça, avec cette croyance que dire non, c'est pas être cool. Puis au final, quand on se rend compte qu'on aurait dû dire non puis qu'on le dit bien plus tard parce qu'à un moment donné, il va quand même venir, là on est nettement moins cool. Et je trouve intéressant de travailler ça effectivement. Ouais. C'est souvent des points de non-retour en fait. Et là, on abîme vraiment la relation. Oui, à ce au moment-là. final, ça c'est clair. Mais justement, par rapport à ces croyances, tu vois, on a beaucoup de croyances liées au monde relationnel. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des croyances que tu as dû d'une manière ou d'une autre dire assouplir, réorienter? Vraiment, en tant qu'avocat, la première croyance que j'avais, c'est qu'il fallait gagner le dossier. Et en fait, je fais parfois, à la fin de mes dossiers, je fais ce que j'appelle le au revoir client. C'est-à-dire que j'appelle le client quand le dossier est terminé, puis je lui demande comment ça s'est passé pour lui. Et quand j'avais des dossiers où j'avais gagné, j'appelais avec un peu d'assurance en me disant voilà, ça va passer crème. Et j'ai vraiment en tête ce monsieur qui m'a fait justement sauter toutes mes croyances. On avait gagné son jugement et je demande comment il va et il me dit que ça va pas bien du tout, que c'est la catastrophe en fait, qu'il y a rien qui va, que c'est l'enfer dans la relation avec la maman, etc. Et là donc, une de mes croyances s'est complètement effondrée en disant il suffit que je gagne un dossier pour que j'ai bien fait mon travail en fait. Et ben non, en fait, c'était pas ça. Et à d'autres moments, c'était l'inverse, avec des dossiers où on n'avait pas obtenu gain de cause du point de vue juridique. Et là, les gens me remerciaient en fait, vraiment. Et c'est là où j'ai compris que ce qui comptait, c'était pas la décision finale, c'est la façon dont ils avaient été accompagnés. Comment est-ce qu'on est à leur côté à chaque moment difficile. Et ça a vraiment été une croyance que j'ai dû faire sauter en fait. Parce qu'en fait, elle ne nous fait pas devenir bon avocat en faisant ça. Parce que nous, on est figé sur le résultat et on en oublie l'accompagnement. Et on en oublie d'être là sur le moment difficile. Et ça rejoint quelque chose sur lequel je suis moi-même en train de travailler. Je fais travailler mes clients là-dessus, mais moi, j'ai du boulot aussi à faire. C'est sur le contrôle, en fait. On veut contrôler. L'être humain, souvent, il veut contrôler les situations parce qu'il n'aime pas le changement, il n'aime pas les surprises. Donc, on veut être dans le contrôle. Mais plus on est dans le contrôle, plus on se rend compte que c'est pas vrai, on ne peut pas contrôler les choses. Et moins on est connecté d'ailleurs aux autres. Donc, en fait, si on lâche le résultat final, le contrôle d'une décision et autres, on sera beaucoup plus connecté aux gens à ce moment-là. Et ça, c'est aussi vraiment des choses que je découvre de plus en plus. Et je me dis, là, on a quelque chose à apporter aux avocats, de lâcher ce besoin de contrôler exactement le dossier de tout ce qui va se passer. On ne peut pas. On ne peut pas contrôler une décision, ce qu'un juge va décider. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas là à ce moment-là. Et plus on est dans ce contrôle, je pense que plus on n'est pas un bon avocat à ce moment-là. Et ça, pareil, il m'a fallu du temps un peu pour bien le comprendre. Et ça, c'est mon défi de chaque matin aussi. Dire, non, ne cherche pas à tout contrôler, cherche à être là pour la personne, à ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Puis quelque part, ça nous enlève un poids aussi, finalement, quand on ne veut plus contrôler. Mais voilà, il y a tout ce travail-là à faire, et ce travail de contrôle, je le fais énormément avec mes clients, et je vois que ça les fait avancer, mais je me suis rendu compte qu'il faut que je le fasse pour moi aussi, parce que j'avais quand même tendance encore à vouloir que, allez, ça se passera tout bien, ça se passera comme j'avais prévu. Ça se passe jamais comme on veut prévoir, puis plus on veut prévoir, plus la vie, elle va nous montrer que non, c'est pas nous qui allons contrôler ce qui se passe. Et puis comme tu dis, ça se fait souvent au détriment de la relation, parce qu'on perd trop d'énergie à être dans ce contrôle et on perd de vue finalement ce qui est important pour le client. C'est ça qui est passionnant, et puis c'est aussi plein d'humilité, c'est de dire qu'on est constamment en train d'apprendre en fait. Et c'est que chaque événement, chaque même dossier nous fait évoluer, nous fait progresser. Et c'est toutes ces expériences-là que maintenant on a envie de partager. On peut dire, voilà, nous on s'est cassé les dents là-dessus. Si on peut vous faire gagner quelques temps et en vous aidant, ça peut être intéressant. C'est clair, et je fais un lien. Donc quand tu dis le relation d'accompagnement, relation d'écoute, et on parlait d'outils justement. C'est quoi les outils que tu utilises pour te connecter aux autres, pour te connecter au monde extérieur? L'outil que j'utilise, c'est l'écoute active.
Alors j'ai un peu de la chance, je reconnais, je le fais assez naturellement. L'écoute active, c'est un outil qui permet, pour se connecter véritablement à l'autre, ce qu'on appelle, c'est de reformuler ce que l'autre nous dit en fait. Reformuler soit résumer ce qu'il nous a raconté, pour vérifier qu'on a bien compris ce qu'il nous a dit, soit reformuler certains mots. Des fois, il y a des clients qui vont nous donner des mots forts en fait dans une discussion. Ils vont employer des mots qui sont marquants. J'aime bien reformuler ces mots-là, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ça mérite d'aller parfois un petit peu plus loin. Cette façon d'écouter, elle permet vraiment de rentrer dans l'histoire de la personne. Ça permet aussi à notre interlocuteur de clarifier ce que lui-même est en train de nous expliquer. Quand il l'entend de quelqu'un d'autre, quand je reformule ce qu'on vient de me raconter, des fois ils me disent « Ah non, c'est pas tout à fait ça ». Et ça leur permet eux aussi de reposer leur idée. Et oui, cette écoute-là active, en reformulant, en étant au plus proche du discours de notre client, ça permet, je trouve, une connexion moi, qui est magique en fait. Et pour ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il faut être sans jugement. Si on a notre petite voix qui tourne, en disant ah ben moi j'aurais pas fait comme ça, ou alors ben on peut pas être connecté à l'autre. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on peut se dire que c'est compliqué de faire ça. Pour moi, il n'y a rien de plus reposant en fait. C'est reposant parce que c'est juger, c'est d'être dans le jugement ou c'est fatigant. Là, on n'a que à accueillir, aller vraiment s'intéresser, à rentrer dans l'histoire de l'autre en fait. Mais en fait, quand on fait ça, enfin, moi je trouve que ça crée de l'apaisement en fait. Et c'est ça que j'aurais envie de transmettre et de faire l'expérience aux confrères, c'est que essayez ça. Vous allez découvrir finalement quelque chose qui est enrichissant et apaisant. Je trouve qu'on prend soin de nous aussi quand on écoute de cette façon-là, sans vouloir emmener l'autre dans une direction, sans vouloir essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Juste être avec lui, aller découvrir son histoire en fait. Oui, puis on l'a vu, hein, c'est des outils qui manquent quand on essaie de les transmettre à nos confrères avocats qui sont consoeurs, qui sont vite désemparés quand on leur dit que finalement même de faire le perroquet, même si pour eux ou pour elles ça semble pas du tout naturel, finalement c'est vraiment comme ça qu'on crée ce lien avec la personne. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire que pour moi, l'écoute active, c'était quelque chose qui devait être spontané, naturel. Et quand on fait les jeux de rôle avec les confrères, ça me touche de voir la difficulté dans laquelle c'est les met. Donc en fait, c'est quelque chose qui, en même temps, qui n'a jamais été appris dans les écoles d'avocats, nous, ça ne se faisait pas du tout. Et pour autant, quand ils réussissent à le faire, là aussi, je les vois se transformer, je vois leur visage changer. Ce qui est vraiment intéressant quand on fait ces fameux jeux de rôle, c'est de regarder les comportements de chacun. Lorsqu'il y a une vraie écoute, on a un client pareil, qui s'apaise, qui se détend. Quand on a un confrère qui n'arrive pas à être dans la vraie écoute, on a le client qui se tend, qui devient plus dur. Donc en fait, c'est extraordinaire cette expérience. Et il faut le voir. Et je crois que vraiment, moi, c'est ces deux constats que j'ai faits. C'est la difficulté des confrères. Donc on a un vrai job à faire. On a un vrai job d'enseignement, de l'apprendre, de l'expérimenter, parce que ça s'expérimente en fait. Et de voir les bienfaits que ça apporte au client. Dans les jeux de rôle, quand il y en a un qui joue le client, il se dit « Oh, ça va pas être intéressant de jouer le rôle du client ». Et en fait, il dit « Mais on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là ?» Effectivement, on a besoin d'être écouté. Et j'ai envie de dire, c'est notre socle vraiment essentiel. Tant qu'on n'a pas cette base-là, tout le reste, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, je suis assez radicale avec ça. Ça ne peut pas fonctionner. Mais tu as bien raison. Et comme tu dis, le fait de pouvoir vraiment faire ces formations, donc coder, de le vivre, que ce soit en tant qu'avocat ou en tant que client, de comment change finalement la relation quand on utilise ces outils d'écoute active. Ça change tout. Ça change tout. Mais tous les métiers d'accompagnement devraient être formés là-dessus. Bien sûr. Tous. Après, on est aussi une génération, on fait tout vite en ce moment. Je m'en suis rendu compte hier, on regardait un film et souvent on était sur nos téléphones en même temps. C'est comme si notre cerveau, il faut que tout aille très vite. Je crois qu'il y a un petit danger en ce moment par rapport à ça. Je me dis, il faut qu'on apprenne à ralentir, à prendre le temps. Parce que si on ne prend pas ce temps d'écoute, il ne va pas émerger grand-chose derrière. Donc, ça serait de dire, on se pose un peu, on pose nos téléphones, on passe juste un moment ensemble à s'écouter et puis je crois qu'on se fait du bien en faisant ça en fait. Oui, puis c'est très juste. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, on a tellement de moyens de communication, on n'a jamais été aussi mal connectés les uns aux autres. Exactement, ouais. Là, je regardais les jeunes, on fait des vocaux souvent, c'est très pratique, mais on parle tout seul finalement. On parle tout seul dans notre téléphone, mais il n'y a plus l'échange en fait, complètement.
Et alors, c'est pratique, mais on voit les petits dangers aussi de tout ça. Et voilà, c'est des choses auxquelles il faut qu'on soit vigilant. C'est toujours la grande question, est-ce que c'est mieux d'écrire un message écrit ou un message vocal? Et c'est vrai que je pense qu'il y a différents courants de pensée par rapport à ça. Ou en tout cas, ça peut-être se dire, de toute façon, les deux, ils vont continuer d'exister, mais prenons le temps de se voir, en fait. Oui. Et de couper tous les outils de communication à côté et juste de passer un moment. Et pareil avec nos enfants, en fait. C'est vachement dangereux en ce moment. Parce qu'on fait le reproche aux jeunes, aux ados, mais on est pareil. Hein, on est plongé parfois dans nos téléphones et quand on prend le temps de tout poser et juste de partager un moment, ça vaut de l'or, en fait. Et on travaille en ce moment un petit peu sur la gestion du temps, en fait. Je me suis intéressée à ça parce que je crois que notre temps, on l'utilise pas toujours de la bonne façon. Donc on a l'excuse de dire on n'a pas de temps, mais en fait, déjà comment est-ce qu'on s'en occupe de notre temps? Parce que je pense qu'on en a en fait, mais on l'utilise pas de la bonne façon. Reprendre un peu le pouvoir et le contrôle pour le coup sur notre temps et décider ce qu'on en fait vraiment en fait. Oui, d'ailleurs, tu proposes une formation sur la gestion du temps. Donc, en tout cas, j'encourage mes auditeurs et auditrices à s'intéresser à cette question du temps. Et c'est une formation pour les avocats, c'est juste? Oui, c'est ça. C'était pareil en écoutant mes confrères qui me disent tout le temps, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont submergés, ils ont le temps de rien faire, etc. Et je me suis dit, est-ce que on fait quoi? On continue comme ça? Et puis on se dit qu'on n'a pas le temps et puis on se plaint. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Je me dis, s'il y a un problème, eh ben, on va réfléchir à ce qu'on va en faire. Donc je me suis documentée, j'ai lu plein de choses sur la gestion du temps. Et puis j'ai créé sur cette base-là une formation pour déjà qu'on s'interroge. Notre temps, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et après, est-ce qu'on en manque vraiment? Moi, je pense qu'on a par moments des problèmes d'organisation. On remplit nos journées. On travaille ce que j'appelle en réaction et plus en action. C'est-à-dire qu'on travaille avec le travail qui arrive, qu'on subit, mais on ne décide plus de ce qu'on fait à quel moment. Donc c'est de se dire, attends, on va changer le système. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important que je fasse? Et c'est moi qui décide de ce que je fais dans ma journée. Donc il y a toute une formation autour de cette question-là pour reprendre le pouvoir sur notre temps, parce que notre temps, pour moi, c'est ce qui est le plus précieux. On ne peut pas l'acheter, en prendre soin. Et donc voilà, il y a cette formation qui est à destination des avocats, mais qui pourrait être aussi pour d'autres professions finalement, toutes les professions juridiques et autres. C'est le principe, j'ai envie de dire, ils sont applicables à d'autres professions, mais c'est vraiment pour les avocats en premier lieu parce que c'est un domaine que je connais et sur lequel j'avais envie de travailler. Ouais, puis ça me parle ce que tu dis parce que finalement, moi, ce que j'ai découvert, c'est que du temps, on en aura toujours. Et c'est de savoir comment on va l'utiliser. Et des fois, on a l'impression qu'on veut tout de suite et que de laisser passer du temps, eh bien, ça aide aussi pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Enfin, moi, je le vois avec mon podcast, d'avoir laissé ce temps pour en arriver là aujourd'hui, pour ce magnifique enregistrement qu'on fait les deux. Et c'est vrai que cette notion du temps, je pense qu'on la biaise et on l'utilise pas forcément à sa juste valeur. C'est ça, ouais. Et puis aussi accepter du rien aussi, des fois. Du temps à rien faire. Il faut qu'on réapprenne aussi à rien faire. Ouais, c'est dur, mais oui. Je pense que c'est important de mettre du moment de rien aussi. Et notre cerveau, il a besoin de se reposer par un moment. Et là, en venant en voiture, je me suis dit, voilà, je vais mettre quoi comme podcast? Et puis à un moment donné, j'ai dit non, je vais rien mettre. Parce que des fois, s'écouter, penser ou juste du silence dans la voiture, les paysages étaient magnifiques pour venir jusqu'ici, c'était agréable. Et donc, c'était aussi pour peut-être être plus présente ici avec toi et c'était agréable en fait, des fois du rien. Bah, tant mieux. Je vais te demander une autre chose par rapport à ce monde relationnel, parce que malheureusement, on est tous un jour ou l'autre confrontés à des conflits dans notre vie. Je pense que personne ne peut dire qu'il ne connaît pas de conflit ou simplement qu'il ne veut pas en parler. Est-ce que tu serais d'accord de partager un conflit marquant peut-être dans ta vie, de comment tu as peut-être réussi à le surmonter ou comment tu l'as vécu? Donc des conflits, oui, j'en ai vécu. J'ai vécu celui qui pour moi est le plus difficile, le plus souffrant. C'est celui d'une séparation. Pourtant, je faisais du divorce, j'étais baignée dedans, mais je crois que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas dire ce que c'est. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué, qui est extrêmement souffrant. Je ne sais pas si on peut dire qu'on réussit à résoudre un conflit ou autre. Ce que j'ai appris, moi, dans tout ça, c'est que faut aussi accepter la position de l'autre, en fait. Parce qu'en plus, quand on fait que de la résolution de conflits, on voudrait que ce soit un peu le monde des bisounours tout le temps. Et en fait, il faut accepter que le conflit, il est par moments nécessaire aussi. Le désaccord, il est nécessaire pour se séparer. C'est un psychologue qui me disait, mais vous savez, la colère, elle aide aussi à la séparation.
Donc accepter que l'autre il puisse avoir de la colère en fait. Donc c'est pas facile au début, mais ça aide énormément quand on dit moi, je l'accepte et je le respecte ça aussi, sans vouloir pareil que ce soit comme je voudrais que ça fonctionne en fait. On n'est pas d'accord, il y a de la colère, mais j'accepte, elle est peut-être nécessaire à ce moment-là. Et Ce qui est difficile, comme tu dis, c'est quand la colère est dirigée contre soi. C'est-à-dire qu'on doit nous aussi gérer cette colère qui nous arrive et que l'affect souvent nous rend pas très bon. On a beau avoir les meilleurs outils de communication qui soient et comme tu dis, on est formé, on a peut-être accompagné beaucoup de gens dans leur divorce, mais quand ça nous arrive à nous, très vite, on perd nos repères liés à l'émotionnel et à l'affect. ah mais on perd tout. Et quelque part c'est normal et c'est pour ça qu'on a tous besoin d'être accompagnés. C'est-à-dire que moi au moment de ma séparation, j'avais besoin d'aide et je suis allée chercher de l'aide à l'extérieur parce que j'arrivais plus à raisonner correctement. Et c'est normal en fait. Et c'est pas parce qu'on a les outils qu'on est plus fort que les autres. Quand on est soi-même touché par l'affect du moment, on a besoin d'aide en fait. Et c'est normal et c'est pas être une mauvaise personne que d'avoir besoin d'aide à ce moment-là, de pas réussir à raisonner. C'est d'être humain tout simplement, d'être touché, d'avoir de la peine. Et quand on a de la peine, notre cerveau il raisonne plus bien. Et d'avoir des gens autour de soi à ce moment-là avec qui on peut discuter, on peut parler, un psychologue ou autre, c'est indispensable en fait. Et c'est pour ça que quand les gens viennent dans mon bureau avec toute leur souffrance, bon, là, je la comprends. Il n'y a pas de jugement à avoir sur leur colère ou autre. C'est-à-dire ils ont besoin de quelqu'un et il faut qu'on soit là à ce moment-là pour les aider à traverser ça en fait. Ouais, puis comme tu dis, on a besoin de quelqu'un, mais souvent faire appel à quelqu'un, c'est comme un aveu de faiblesse. On ne va pas le faire. Oui, parce qu'on se dit, bah non, mais quand même, pas moi. En plus, je suis dans le domaine, etc. Et ben si, on est des êtres de relation, en fait. Et en étant des êtres de relation, on grandit et on avance avec leur relation à l'autre. Et quand on s'enferme tout seul avec notre système de pensée, à un moment donné, on tourne en boucle et on n'avance pas. Et l'autre nous fait avancer, je trouve. Les mots des autres nous font avancer. Moi, j'ai des mots soit du psychologue ou de copines qui résonnent dans ma tête et qui m'ont fait aussi par moments bouger. Donc, on a besoin de l'autre en fait. Oui, et comme tu dis, de se mettre aussi dans la place de l'autre avec qui on rencontre un conflit, c'est pas évident. On peut pas, sur le début, on n'y arrive pas. Là. Avec des clients, je fais de l'expérience, quand ils reçoivent des SMS, quand il y a un conflit, c'est très tendu dans les SMS, et je leur dis, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez imaginer que le SMS que vous recevez, il est envoyé par votre meilleur ami. On peut pas le faire au début, ça, mais il faut le faire un petit peu. Mais c'est, alors ça les bouscule un petit peu, mais je leur dis voilà, c'est votre meilleur ami qui vous écrit et vous allez répondre à votre meilleur ami. Et on voit que le ton change complètement. Je dis voilà, si vous dit quelque chose, peut-être que voilà, si vous dit non pour telle raison, il peut vraiment pas, et c'est votre meilleur ami, donc vous lui en voulez pas forcément qu'il dise non. Et donc de répondre de la même façon, et ça change complètement la façon de la relation. Et c'est déstabilisant, mais c'est notre travail aussi pour un moment de déstabiliser par rapport à ça. Et j'aime bien l'outil du meilleur ami. C'est intéressant, c'est vraiment des outils de coaching en fait. C'est comment mettre en ressource la personne et de voir toute l'utilité que ça peut faire d'avoir un tiers qui nous accompagne pour changer de perspective tout simplement. Changer de regard. Et c'est toi qui me l'avais dit aussi une fois, c'est de se dire, par moment, je me mets debout, je me déplace un peu, je regarde le problème d'un autre angle en fait. Et ça permet aussi complètement de donner un autre regard sur une situation. En tout cas, merci Karine pour tous ces partages. Avant qu'on se quitte, parce qu'on arrive au terme de notre magnifique échange, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs, auditrices de bouquins, de podcasts qui t'inspirent aujourd'hui? Alors en livre, j'en ai déjà cité un, c'était Cessez d'être gentil, soyez vrai, je l'aime bien celui-ci. J'aime bien La confiance en soi de Charles Pépin. Je trouve que celui-ci il est intéressant. Là, dernièrement, j'ai lu aussi Tout est possible de Laurent Marchand, j'aimais bien. C'est d'ouvrir aussi sur notre responsabilité. Se dire que quand même, on est souvent responsable de la situation dans laquelle on est. Alors des fois, c'est pas agréable quand la situation n'est pas confortable, mais ça nous oblige à prendre nos responsabilités et quelque part aussi se dire que j'ai le pouvoir de faire changer les choses quand ça va pas. Donc ça me plaît bien. Et puis, en élément ressources, alors c'est ni podcast ni livre, mais quand vraiment on est des fois sur des moments difficiles, des moments qui sont compliqués, je reviens à un truc très basique. Je reviens au sommeil, de se dire je prends soin de mon sommeil, je fais attention à ce que je mange et je mets du mouvement dans ma vie. Je vais marcher, je vais bouger.
Et des fois, quand on a des situations très compliquées, avant de chercher les choses trop difficiles, on revient à ça, juste à ces 3 éléments. Et après, notre cerveau va pouvoir se remettre en place pour envisager d'autres choses. Et tu as aussi un podcast, hein? Alors, effectivement, ça fait maintenant, il y a plus de 66 épisodes, je crois. Oui, il y a 66 épisodes. Ça s'appelle Parlons divorce avec Karine. Donc, ce sont plusieurs épisodes sur la séparation pour aider aussi bien sur le plan juridique que sur le plan psychologique, comment traverser ces épreuves qui ne sont pas des épreuves faciles. Donc voilà, on a dépassé les 100 000 écoutes, là, alors on était contents. C'était, donc on se dit que c'est utile, pareil, on reçoit des messages de personnes qui ça aide en fait et que ça permet d'accompagner dans ce passage de vie qui n'est pas un passage facile. En tout cas, je te dis un énorme merci, Merci, pour Sandrine. d'avoir participé à l'art de connecter. Et nous, on va bientôt se revoir très vite pour les formations dans lesquelles on participe déjà les deux et les futures formations à venir. Ouais, je me réjouis et vraiment je te remercie parce qu'on apporte chacune quelque chose, on a des personnalités différentes, mais à chaque fois je vois la richesse de ce que ça apporte et quand je vois les visages de nos confrères qui se détendent après les moments qu'ils passent avec nous, je me dis qu'on a raison de continuer et on va poursuivre ce bonhomme de chemin et j'ai vraiment plaisir de le faire avec toi. Avec un grand plaisir. À bientôt, Karine. À bientôt. Pour conclure, déjà, je vais vous remercier d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si en tout cas mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant de l'art de connecter autour de vous, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. À très bientôt.